Donc, je vais laisser la parole à Valérie qui va vous présenter donc, ce nouvel indicateur relatif à la crise sanitaire. Voilà, moi je prends 30 secondes en fait pour me présenter, notamment pour les personnes qui n'étaient pas encore connectées tout à l'heure. Donc Valérie Cousinou, j'ai rejoint l'équipe de l'accompagnement sur les offreurs de soins depuis un petit peu moins de 2 ans maintenant. J'ai eu l'occasion d'échanger en fait avec certaines ou certains d'entre vous par rapport à la gestion des indicateurs de l'année dernière notamment, mais jamais véritablement eu l'occasion de me présenter. Donc pour mon parcours interne, j'ai été déléguée de l'assurance maladie entre 11 et 12 ans en fait sur le secteur Ouest Hérault. Et ensuite, sur l'accompagnement des établissements sanitaires et médico-sociaux pendant un petit peu moins de 4 ans, avant de rejoindre donc l'équipe, notamment en fait de Sabine Coutal, sur les exercices coordonnés. Donc voilà, ça c'est 2 mots pour me présenter. En ce qui concerne en fait le premier indicateur, donc sur la mission crise sanitaire, donc caractérisé comme grave, caractérisé donc en tant que tel par les agences sanitaires, en fait, alors, notamment par l'ARS. Ça peut être en fait par Santé publique France, ça peut être par l'OMS, etc. Mais dans tous les cas, donc caractérisé en tant que crise sanitaire grave. Il s'agit d'un indicateur qui est socle et prérequis. Alors, je vous prie de m'excuser par avance. En fait, je tourne le visage de l'autre côté en fait par rapport à l'écran parce que j'ai un problème de vision en plus ce matin. Donc, je suis sur un écran qui est un peu plus grand pour moi. En ce qui concerne donc cet indicateur socle, pour vous les redéfinir, ce sont ceux qui conditionnent le calcul de l'avance par rapport à ce qui est réglé en fait chaque année au MSP. En ce qui concerne les indicateurs prérequis, ils conditionnent le déclenchement de la rémunération, quant à eux. Et puis, bien sûr, donc, il y a la troisième catégorie qui est optionnelle. Comme son nom l'indique, en fait, la MSP s'inscrit ou non sur l'indicateur en question. Donc, en ce qui concerne la mission de crise sanitaire grave, c'est un nouvel indicateur qui va nécessairement s'articuler avec la mission de crise sanitaire des CPTS, communautés professionnelles territoriales de santé, quand elles existent bien sûr sur votre territoire. Elles se divisent en 2 niveaux. En fait, il y a le premier qui pourra intervenir quelle que soit la situation sanitaire. Donc, dans ce cas, la rémunération interviendra tous les ans. Et elle consiste en fait à rédiger le plan de réponse, en fait, le plan de préparation à la crise sanitaire qui pourrait survenir. Donc là, ça va être par exemple la rédaction de protocoles d'organisation et elle est valorisée à hauteur de 100 points fixes. Et puis le deuxième niveau, donc là qui se produit lorsqu'il y a survenue d'une crise sanitaire, donc caractérisée, qui concerne en fait toutes les actions qui peuvent être mises en place spécifiquement en fait pour les patients fragiles notamment, et qui découlent directement de ce qui aura été rédigé sur le niveau 1 par rapport à ce plan. Alors pour rappel, en fait, les missions CPTS, elles comportent elles aussi une nouvelle mission socle pour la gestion de la crise sanitaire. Il y a 5 typologies qui ont été identifiées, les blessés somatiques ou psychiques, la prise en charge de malades, notamment des personnes âgées, donc je le disais tout à l'heure, les patients atteints d'un agent infectieux émergent, les patients atteints par un agent nucléaire, radiologique ou chimique, et encore donc l'altération de l'offre de soins avec une pénurie de médicaments ou des catastrophes naturelles du type cyclone, inondation, neige, etc. Donc, effectivement, les CPTS vont devoir, elles aussi, rédiger un plan d'action. Et pour les MSP qui auront une CPTS déjà en place sur leur territoire, votre plan de préparation devra être en corrélation avec celui de votre CPTS pour effectivement coordonner les actions.
Je rappelle juste en aparté, là on va vous parler de la valorisation par nombre de points. Le point est à 7 euros. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions peut-être par rapport à ce nouvel indicateur sur la crise sanitaire? Donc évidemment pour cette année, bon, si vous avez déjà des plans d'action rédigés, on pourra des plans de préparation en réponse à la crise sanitaire, on pourra étudier et voir si on peut les valoriser pour cette année. Mais pour cette année, bien sûr, ce n'est pas un prérequis. Ce sera un prérequis à partir de 2023. D'abord parce que déjà, ça va être compliqué d'écrire un plan d'action en réponse à un plan d'une CPTS qui n'est pas en place, par exemple, pour les MSP qui n'ont pas encore leur CPTS en place. Les CPTS n'auront pas forcément encore écrit aussi leur rédaction. Donc, ne vous inquiétez pas. Si, du fait de la précédente crise sanitaire, vous aviez rédigé un plan d'action que vous pourriez adapter pour qu'il réponde effectivement à plus de situations que le virus Covid, on étudiera la question. Mais voilà, ne vous inquiétez pas, pour cette année, ça restera optionnel, mais que pour cette année. À partir de l'année prochaine, ce sera obligatoire. Donc, il faudra certainement commencer à y travailler dès le début de l'année prochaine. Voilà, je redonne la parole à Valérie. Pardon, je suis Moi, je vais juste terminer. Alors, juste sur la slide, s'il te plaît, voilà, Sabine. Donc, 100 points fixes pour le premier niveau, comme je disais, et 350 points variables. Donc, les points variables, ça sera valable tout au long de la présentation. Hein. C'est selon la taille de la patientèle de référence de la MSP. Et je crois, Sabine, qu'il y a des personnes qui veulent poser une question. Alors, Parce que je main levée. effectivement, je vois Madame Lacan, peut-être. Oui, par rapport à l'articulation avec les CPTS, nous, sur notre territoire, on a du coup trois MSP avec lesquels on fonctionne de manière régulière et conjointe avec la CPTS du bassin de Thau. On a discuté de ce nouvel indicateur récemment et je voulais juste bien comprendre la question de l'articulation. Est-ce qu'il est envisageable du coup que cette réflexion et la proposition du plan d'action soient identiques à partir du moment où on est sur un même territoire? Est-ce qu'on peut faire ce travail ensemble et proposer les mêmes plans d'action en fait? Alors, en fait, le plan par rapport à la CPTS va prévoir diverses actions, dont certaines, ce sera les MSP qui le mettront en place. Mais après, sur cette action, c'est la MSP qui va faire sa propre organisation, parce que toutes les MSP ne vont peut-être pas pouvoir répondre de la même façon à chacune des actions de la CPTS. Donc, effectivement, le plan de la CPTS doit intégrer les MSP pour les actions qui seront mises en œuvre en réponse à ces crises sanitaires. Par contre, après, la MSP, par rapport aux actions sur lesquelles elles pourront intervenir, devra écrire sa propre organisation, son propre plan de préparation. Ok, voilà. Merci. Docteur Kamal, peut-être? Oui, je voulais juste rebondir sur l'articulation MSP-CPTS. Oui. Et je pense que c'est quand même le plus intéressant, justement, sur la crise sanitaire, puis sur d'autres thématiques aussi. C'est intéressant de jouer l'articulation entre les CPTS et les MSP, les synergies. Donc, je pense que là, il faudra faire un travail direct et faire en sorte que les MSP et les CPTS et les CPTS de chaque MSP puissent se rencontrer pour mettre en place la chose. En fait, la question qui se pose aussi, c'est sur l'effection. Qui fait quoi? Donc là, ça se joue, je pense, au niveau MSP. Et la question que je voulais vous poser, c'était sur l'effection en pratico-pratique. Dans les enveloppes prévues, vous parlez de prise en charge psychologique, etc., etc. Est-ce qu'il y aura une part qui est prévue pour la rémunération des professionnels sur le terrain? Parce que c'est vrai que dans les suites des crises sanitaires, la partie qui est la plus délicate à aborder, c'est la prise en charge psychologique. Hein. On a beaucoup de mal à faire prendre en charge ces patients. Est-ce qu'il est prévu dans cette enveloppe une prise en charge justement pour, on va dire, la part psychologique, etc. Est-ce que déjà ça a été envisagé ou il faudra qu'on le travaille dans chaque structure et au niveau des CPTS?
Alors, effectivement, là, nous, quand on vous annonce le nombre de points et le point à 7 euros, c'est vraiment pour la structure, hein, pour la CISA. Ça va être la rémunération pour cette rédaction de plans et les actions qu'ils vont mettre en place. La CPTS, elle aussi, aura un indicateur avec une rémunération spécifique pour la gestion des crises sanitaires graves. Actuellement, le gouvernement a bien pris et le ministère de la Santé a bien pris en compte ces problèmes psychologiques qui ont été augmentés de façon exponentielle avec la dernière crise. Donc, il y a des dispositifs qui se mettent en place pour permettre aux personnes d'avoir un accès à un psychologue. C'est encore en cours de montée en charge, hein, rien n'est finalisé. Là, ce qu'on vous annonce aujourd'hui, c'est la prise en charge pour la MSP. Après, Alors, avec on ne parle que d'organisationnel, hein, tout simplement. Exactement, exactement, Ok. docteur. Après, peut-être que, je ne sais pas, un prochain avenant pour d'autres professions, notamment vous les médecins, peut-être qu'il y aura, que ça englobera une partie de la gestion d'une crise sanitaire, mais c'est des négociations différentes qui vont se faire là entre les représentants des professions médicales ou paramédicales et le gouvernement et les représentants syndicaux de vos professions, hein. Il n'y a pas d'autres questions. On passe sur la slide oui, suivante. Je pense qu'il n'y avait pas d'autres mains levées. On n'est pas vu. Donc, je te laisse le soin de présenter le deuxième point sur la participation au SAS. Donc, sur les soins non programmés avec la participation au SAS, déjà, bon, en premier lieu, un petit rappel sur le fait que les médecins, dans le cadre de l'avenant 9, sont d'ores et déjà éligibles à la rémunération pour participation au SAS. Donc, ça, c'est à titre individuel quand il y a donc les médecins dans les MSP. Et concernant donc l'indicateur soins non programmés qui est, on vous l'a mis en étiquette en fait optionnel, il y a le premier niveau qui est le maintien de l'indicateur accès aux soins qui est existant, c'est-à-dire que vous avez d'ores et déjà dans le contrat ACI l'indicateur dans l'accès aux soins qui prévoit les modalités d'organisation de ces soins non programmés à intégrer dans le projet de santé et dans la charte d'engagement à disposition des patients. Et ça, c'est toujours d'actualité, en fait. Pour l'ajout qui est nouveau, en fait, sur l'indicateur optionnel, là, on valorise la participation des médecins de la MSP au dispositif SAS, bien évidemment, quand il sera organisé et existant sur le territoire. Alors, il peut prendre 3 formes, en fait, du coup, l'indicateur. Une participation de l'ensemble des médecins au dispositif SAS dans les conditions définies par la convention médicale. Donc, pour vous préciser ce que c'est que conditions définies par la convention médicale, c'est d'une part accepter de mettre en visibilité tout ou partie de son agenda sur la plateforme SAS pour un minimum de 2 heures par semaine. Et également donc accepter d'être contacté par le régulateur pour prendre des patients en plus de ces créneaux. Alors ça, cette participation avec l'indicateur vous ouvre droit à une revalorisation de 200 points fixes. Peut-être aussi vous rappeler, je ne l'ai pas fait au passage, les grands principes de fonctionnement du SAS. En fait, c'est pour le patient qui est confronté à un besoin de soins tel qu'il le ressent, en fait, hein, comme urgent ou en tout au moins donc, un soin non programmé. Et lorsque l'accès du patient ne sera pas possible à son médecin traitant, il pourra contacter le régulateur du SAS donc, via le centre 15, SAMU centre 15, qui doit lui permettre d'accéder en fait à toute heure et à distance à un professionnel de santé. Le patient aura accès donc selon sa situation soit à un conseil médical, soit une téléconsultation, ou encore donc l'orientation vers un médecin de ville dans le cadre d'une consultation de soins non programmés. Alors c'est prévu avec un délai de 48 heures.
ou alors carrément, si ça relève d'une urgence médicale, vers un service d'urgence qui va à ce moment-là donc déclencher l'intervention d'un SMUR ou d'un transport sanitaire. Alors, j'en reviens donc aux indicateurs. Donc, la première, le premier niveau, en fait, ou la première possibilité, c'est la participation de l'ensemble des médecins au dispositif. Ou bien, donc, ça va être la participation d'au moins 50% des médecins au dispositif, donc toujours dans les conditions définies par la convention médicale. Et là, on tombe en fait la valorisation à hauteur de 50% également. Donc, on est sur 100 points fixes dans ce cas de figure. Et la troisième possibilité, c'est l'AMSP qui s'engage à prendre en charge toutes les sollicitations du régulateur SAS, et auquel cas, donc, la valorisation serait de 200 points fixes. Est-ce qu'il y a des questions? Je vais juste apporter juste une petite précision. Quand on dit donc participation de l'ensemble des médecins au dispositif SAS ou au moins 50% des médecins, les médecins qui participeront au SAS devront au moins libérer 2 heures de créneau par semaine au SAS pour recevoir justement ces patients qui ont un besoin de soins urgents ou en tout cas non programmés. Madame, excusez-moi, Madame Corneau de la MSP de Calypso. Moi, j'ai une question par rapport à 48 heures chrono. Est-ce que ça rentrera dans le SAS? Alors, le SAS, ça sera une plateforme spécifique auquel le régulateur du centre 15 et les médecins auront accès via un site internet sécurisé, bien sûr, mais cette plateforme du SAS sera certainement, en tout cas avec 48 heures chrono, c'est sûr, mais aussi avec d'autres, parce que 48 heures chrono, ce n'est pas une obligation de prendre 48 heures chrono. Alors, il y a certaines CPTS qui le développent et c'est très bien, parce qu'apparemment, on a eu une présentation, l'outil est facilitateur, mais il n'y aura aucune obligation. Ça sera chaque société informatique va certainement développer une interopérabilité entre les dispositifs qu'utilisent, les applicatifs qu'utilisent les médecins ou les autres professionnels de santé et la plateforme du SAS. Mais ça sera vraiment une plateforme spécifique qui sera certainement un peu moins ergonomique que les autres. C'est pour ça qu'il y aura une interopérabilité que vous pourrez, si vous avez 48 heures chrono, vous pourrez certainement le faire de 48 heures chrono. Merci. Mais au niveau national, ils ne pouvaient pas privilégier, nous, Assurance Maladie, on ne peut pas privilégier plus une application ou un applicatif qu'un autre. Oui. Le plus important dans l'histoire, c'est d'avoir une traçabilité de la libération des créneaux. Donc, c'est vrai que s'il n'y a pas les outils informatiques qui le permettent, ça ne peut pas marcher. Oui, mais c'est vrai que quels que soient les outils, il y aura une interconnexion et une interopérabilité avec le SAS. Voilà. Et le SAS lui-même a un outil pour justement faire l'enregistrement de ces créneaux. Exactement. Et je pense que c'est sur ça après qu'on a la traçabilité des créneaux libérés par les différentes structures, les médecins, etc. Tout à fait. Merci, docteur, pour ces précisions. Madame Ministro? Oui, excusez-moi, vous l'avez peut-être déjà dit. C'était juste pour une précision par rapport au justificatif que vous attendez. Est-ce que du coup, c'est la plateforme directement, enfin, ça sera accessible de votre côté via la plateforme directement, ou bien est-ce que nous, quand on ira sur démarche simplifiée, on aura des documents spécifiques à renseigner vis-à-vis de cet indicateur? Alors, on n'a pas encore le détail des justificatifs qui seront à fournir pour cet indicateur notamment, puisque dans la mesure déjà où le SAS n'est pas encore en place, je pense que sur des marches simplifiées, alors ça reste au conditionnel, il faut quand même que j'ai les informations qui m'arrivent du national. Sur des marches simplifiées, ce sera certainement une déclaration sur le formulaire. Après, à voir si on vous demandera un justificatif en plus, notamment ou si nous pourrons récupérer des données par rapport au SAS. Mais là, tant que le SAS n'est pas mis en place, on n'a pas suffisamment d'informations pour pouvoir vous répondre précisément. Dans la région, on a un SAS qui a été lancé sur les PO, l'Aude,
pas encore dans l'Hérault, hein. Non, Ça tout à fait. tourne dans le Gard, mais c'est vrai que tout n'est pas encore mis en place. Après, pour les opérateurs privés, il y a un petit peu de tout, et c'est vrai qu'il y en a qui sont devant sur la traçabilité, et on va dire, pour la remontée d'informations. Oui, Mais les choses se effectivement. mettent en place progressivement. Sur les ronds, on ne sait pas quand les choses vont s'activer, en fait, hein, Alors, sur la régulation. sur les RAW, docteur, les dernières informations que nous avons eues de l'ARS, ils sont en contact avec la direction du CHU, enfin, notamment par rapport au centre 15, pour effectivement le centre 15 soit équipé de cette plateforme SaaS et commence effectivement à la prendre en main et à l'expérimenter sur le département, mais avant de la mettre à la disposition, bien sûr, de l'ensemble des médecins du département. On nous l'annonce pour 2023. Alors, leur souhait, ça serait au fin de premier trimestre 2023, mais là aussi, ça, c'est à prendre vraiment au conditionnel. Mais ils ont accéléré là les choses. Effectivement, la direction du CHU est d'accord pour le mettre en place là, certainement au mois de novembre, mais dans un premier temps pour une prise en main et pour des essais, une expérimentation, on va dire, sur le département. Juste, Sabine, j'ajoute en fait par rapport à la question de tout à l'heure, ce que prévoit le texte officiel, mais bon, c'est ce que prévoit le texte officiel, par rapport au justificatif, ils indiquent en fait soit transmission au SAS de la liste des médecins s'inscrivant dans le dispositif, soit vérification de la réponse aux sollicitations du régulateur du SAS opérées sur la base des informations issues des plateformes de régulation. Ça reste très large. Voilà. C'est pour ça que je vous dis, Madame Ministro, on reviendra vers vous en 2023 quand le SAS sera mis en place et que concrètement, on comprendra exactement ce que l'on peut faire ou vous réclamer ou pas. On reviendra vers vous pour vous indiquer quel justificatif fournir, ne vous inquiétez pas. Voilà. Ok, merci. Alors, concernant donc l'indicateur sur les infirmiers en pratique avancée, donc on appelle IPA, là, il y a une valorisation par rapport à l'intégration des IPA dans les MSP. Ça touche en fait principalement 3 indicateurs. Donc, une première revalorisation qui est déclenchée par rapport à la présence d'un IPA qui est de l'ordre de 200 points fixes pour 2 missions de santé publique réalisées. Également 200 points variables, cette fois-ci, pour les réunions de concertation pluriprofessionnelle et 40 points fixes pour chaque protocole pluriprofessionnel. Et là, on est dans un indicateur qui reste optionnel. Si tu veux bien passer sur la slide suivante. Voilà. Donc là, on vous a mis par ce schéma-là l'existant sur la partie de gauche et ce que devient en fait la valorisation à compter de l'application de l'avenant 1 ACI-MSP quand il y a présence d'un IPA dans la MSP. Donc, réalisation des 2 missions de santé publique de 700 points, on passe à 900. Pour les réunions de concertation pluriprofessionnelle, 1000 points qui passent à 1200 points avec la présence d'un IPA. Et enfin, donc, la réalisation et la mise en œuvre de 8 protocoles, puisque en fait, il y a 8 protocoles maximum qui sont rémunérés, qui passent de 800 points à 1120 points selon les revalorisations. Alors, sur cette slide, volontairement, on vous a laissé des indications en les rayant, parce qu'en fait, le texte officiel qui était paru au mois de mars, je crois, de 2002, prévoyait certaines mesures qui ont été revues avec l'avenant 9 de la Convention nationale des infirmiers libéraux. Et ces mesures donc, ont été de la même façon intégrées à celles qui sont prévues pour les MSP dans le cadre de l'avenant 1. Donc, il y a la mise en place d'un nouveau contrat d'aide au démarrage de l'activité, alors qui était prévu comme exclusive IPA
au tout départ du texte, en fait, et cette notion d'exclusivité a été supprimée. Les contrats pourront donc commencer à être proposés, signés à compter du 15 décembre 2022, donc en même temps que l'application des autres mesures. On sera sur un contrat de 2 ans, une seule fois, hein, donc qui sera non renouvelable puisqu'on est sur l'aide au démarrage exclusivement. Et cette activité, donc initialement prévue comme exclusive, qui ne l'est plus maintenant, donc concerne les IPA qui exercent à minima un demi-ETP au sein de la MSP en tant qu'IPA salarié. En revanche, donc, on garde un seuil d'activité minimal pour l'IPA qui est de 25% de l'activité globale par ETP d'IPA la première année après le recrutement de l'IPA, 50% de l'activité globale pour la deuxième année et 85% de l'activité globale pour la troisième année. Le montant de l'aide, il est de 27 000 € la plupart du temps, en fait, hein, par ETP, IPA salarié, donc sur les 2 ans. Quand je dis la plupart du temps, c'est qu'en fait, il y a une distinction qui se fait avec les MSP en zone d'intervention prioritaire, puisque donc hors ZIP, on est sur une valorisation de 20 000 € la première année, 30 000 en ZIP, et la seconde année, donc 7 000 € et 10 000 € en ZIP. Avec un versement qui se fait donc par une avance de 50% à la signature du contrat au titre de la première année. Et à date anniversaire, en fait, on va verser le solde ainsi que l'avance de la deuxième année, et ainsi de suite. Idem, donc dans ce qui a été prévu par le texte officiel initial, c'était une condition minimale de suivi des patients par les IPA, qui était de 50 patients pour la première année et qui est tombé donc à 30, qui était de 150 patients pour la deuxième année et qui est tombé à 60. Et donc pour la deuxième année, et donc sans condition, là aussi, de maximum de patients à suivre, tel que c'était prévu initialement. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? Enfin, si on peut vous éclairer là-dessus. Alors, il y a une question qui est posée, donc IPA libéral possible? A priori, oui, puisque en fait, on n'est plus sur cette condition d'exclusivité concernant donc l'activité IPA. Mais l'aide au démarrage ne sera versée que si l'IPA est salarié de la MSP. Tout à fait. Pour un temps minimum. Ouais. Et si on reprend les chiffres, là, les financements, ça ne couvre pas quand même l'intégralité du salaire de l'IPA, puisqu'on a une aide. C'est une aide au démarrage, hein, docteur. C'est-à-dire qu'il va falloir trouver dans le fonctionnement de la MSP suffisamment de financement pour rémunérer ces IPA salariés, si je comprends bien. Parce que ce n'est pas énorme. Hein. Vous voyez, à mi-temps, vous donnez alors 30 000 dans les ZIP sont mieux dotés, hein, 30 000 €, 20 000 dans les hors ZIP. Un mi-temps, je ne sais pas, ça représente combien en brut? C'est 15 000 €, c'est 20 000 €. Quel est le salaire de l'IPA? Est-ce que les IPA salariés se sont manifestés par rapport à ça? Parce que c'est vrai que ça risque de coincer à un moment ou un autre, là, par rapport au salariat, hein, j'entends. Je comprends bien. Non, effectivement, ça n'a pas… de toute façon, nous, Assurance Maladie, on ne va pas intervenir dans les relations de salariat entre les MSP, enfin les CISA et les IPA ou les autres collaborateurs qui pourraient être salariés au sein de la CISA. Ça, c'est des questions d'ordre de droit privé, hein, à gérer, certainement prendre l'avis du comptable, de l'expert comptable ou éventuellement un avis juridique. Hein, voilà, c'est une aide au démarrage. En fait, effectivement, ce nouveau métier d'IPA doit être valorisé et les représentants des infirmiers ont quand même constaté les difficultés que les IPA avaient pour que des médecins leur confient des patients, alors qu'effectivement, ils ont quand même un diplôme par rapport à ça et
Voilà, donc c'est vraiment pour essayer de développer cette activité Hum, d'IPA, sachant que les retours qu'on a sur des IPA qui travailleraient déjà en MSP, que ce soit du côté de l'IPA ou de la MSP, vraiment la coordination leur permet vraiment d'exercer dans d'excellentes conditions. Et hum. idem pour les médecins généralistes, d'être vraiment rassurés sur le suivi de leurs patients avec certaines pathologies, bien C'est- sûr, spécifiques. Oui, non. Bon, c'est vrai qu'il y a toujours des blocages côté médecin, hein. Ça, de toute façon, on Voilà. pourra pas forcer les choses, mais c'est vrai que l'IPA a un grand rôle au niveau des synergies entre les différentes structures sur les réunions de concertation, sur les protocoles. Ça, c'est hyper important. Et je trouve que c'est dommage, quelque part, de mettre la barre un peu haut. Moi, je pense qu'il aurait fallu peut-être partir sur quelque chose de très simple au départ, faciliter peut-être l'accès de toutes les infirmières à cette fonction, peut-être réfléchir sur éventuellement des emplois partagés, éventuellement réfléchir sur des groupements d'employeurs pour justement permettre aux MSP de commencer à se roder avec ces IPA. Parce que c'est vrai que là, si vous commencez d'emblée avec une infirmière salariée sur une structure MSP, ça fait lourd dans le budget quand même, hein, Oui, d'emblée. je pense que Donc je c'est pour trouve ça que que ça a été l'avenant, mal amené. Cette histoire a été quand même très mal amenée, quoi. Je ils pense ont on aurait pu prendre le problème autrement. Et ça aurait facilité les choses parce que je pense que des IPA, il en faut aussi. Je pense qu'effectivement, que ce soit les infirmiers ou les médecins en avaient conscience, puisqu'effectivement, l'avenant 9 des infirmiers, vous voyez, est venu enlever cette question de pratique, d'activité exclusive, pardon, de l'IPA au sein de la MSP. Justement, c'est pour qu'il y ait un peu plus de souplesse, mais vraiment, voilà, c'est pour aider euh, les, les, les IPA à travailler avec les MSP. Mais Parce que effectivement, c'est pas, ça, tout à l'heure, on parlait des crises sanitaires. On a fait l'expérience, hein, là, avec la crise Covid. C'est vrai que si on met en place un système là on va dire de lien entre les différents acteurs, et je pense que l'IPA peut faire ce lien, je pense que ça peut simplifier beaucoup de choses, faciliter beaucoup de choses, et surtout, ça peut créer une sorte de dynamique. Je trouve que un mi-temps, un 0,5 équivalent temps plein, moi je pense que peut-être il aurait fallu abaisser la chose et commencer plus bas et permettre peut-être à une EPA sur un secteur donné de travailler dans différentes structures. Et là, ça faisait du lien, ça permettait de dynamiser le secteur, ça permettait de rassurer les médecins généralistes, libéraux, on va dire un peu enclins à lâcher, on va dire, leurs patients, entre guillemets. Donc là, sur ce coup-là, je pense qu'il aurait fallu peut-être commencer au plus bas et monter en puissance et éviter après de créer des clivages, créer. Vous voyez, je pense qu'aujourd'hui, c'est une erreur maintenant de continuer à parler de ZIP, de ZAC, de ZAR, parce que si on reprend bon, moi je suis médecin généraliste, je suis installé dans le cœur d'Hérault, hein, sur Canet. C'est un secteur qui est en perpétuelle évolution, il y a une explosion démographique, mais c'est vrai que nous, on n'a que l'ODEV, hein, qui est ZIP, mais je peux vous prendre d'autres exemples de secteurs où il y a moins de médecins sur ces autres secteurs que sur l'ODEV. Donc, je pense que tout ça, c'est à revoir, quoi. Il y a beaucoup de choses à revoir, quoi. Et quand on effectivement. présente la chose aux professionnels et surtout aux libéraux de santé, que ce soit les infirmières, les kinés ou les médecins, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui ne passent pas. Moi, je pense qu'il y a pas mal de choses à revoir et surtout, il y a des choses à faire, hein. Moi, je crois à Je- l'IPA Ceci dit, et à son rôle dans la MSP. la réunion d'aujourd'hui est faite pour présenter ce qui a Oui, été oui, non, décidé. On j'entends n'est bien. pas du tout dans la négociation, hein. Là, Non, non, c'est mais j'entends bien, j'entends bien. Ouais, d'accord. Oui. merci, effectivement. On vous rejoint sur certains points. Bon, c'est certainement perfectible, ça a le mérite d'exister, d'être mis en place, et peut-être que d'autres avenants viendront modifier un petit peu ces conditions, et peut-être même des avenants aux infirmiers ou la convention des médecins. Je crois que Madame Lacan avait une question aussi. Oui, alors j'ai une question beaucoup plus terre à terre. J'avoue que je ne me suis pas forcément penchée vraiment sur l'intégration des IPA, mais pour bien comprendre par rapport à ce que disait le docteur Kamal, euh, l'IPA salariée, quand elle reçoit les patients des médecins de la MSP, est-ce qu'il y a un acte de facturation qui est fait
auprès de la caisse, et si oui, à qui cet acte est rémunéré, parce que du coup, on ne peut pas juste prendre en compte l'enveloppe du montant d'aide comme mode de rémunération de l'IPA. Il y a sûrement peut-être un complément qui est fait par une facturation haute. Ma question. Oh, Valérie, tu souhaites répondre ou je réponds? Alors, je te laisse répondre. Donc, effectivement, à partir du moment où l'infirmière est salariée de la CISA, c'est la CISA qui facturera à l'assurance maladie les actes réalisés pendant le temps de travail prévu à cet effet. Donc, il y aura effectivement l'aide au démarrage et après, c'est la CISA qui perçoit la rémunération, effectivement, enfin, pardon, pas la rémunération, la facturation, excuse-moi. Et effectivement, là, ça peut éventuellement permettre de faire une projection sur les revenus qui vont entrer comptablement pour la CISA pour effectivement essayer de calculer le montant du salaire de l'IPA, sachant qu'effectivement, voilà, l'aide, c'est sur la première et la deuxième année uniquement. Et donc, l'aide est pour un ETP. Donc, effectivement, pour un demi-ETP, ça sera la moitié. Et ça ne peut pas, pour répondre à certaines questions que j'ai vues sur le fil de discussion, c'est minimum un demi-ETP. Il ne peut pas y avoir de proratisation si l'IPA fait moins d'un demi-ETP équivalent temps plein au sein de la MSP de la CISA. Donc, on est bien d'accord que l'aide au démarrage, en fait, elle part du principe que permettre à la MSP d'avoir un fonds pour financer le salariat, le temps de la mise en place et la montée en puissance des consultations. Oui, effectivement, je pense que c'est pour garantir. Alors, ouais, l'IPA qui consulte ne cote pas. Il n'y a pas d'acte prévu pour une consultation entre guillemets IPA, si j'ai bien compris. Alors, quand elle est dans le cadre salarié, en fait, elle ne facture pas. Mais c'est la CISA, donc ça sera versé sur le compte de la CISA. C'est la CISA qui elle facturera, mais avec le numéro votre numéro finesse de structure. Donc c'est la CISA qui percevra nos paiements des factures qui sont transmises. Hein, après, il y a des forfaits. Alors, on n'est pas spécialisé dans la facturation des IPA, docteur, mais il y a des forfaits. Il y a le forfait à l'initiation, forcément. Il y a le forfait de suivi. Voilà, il existe divers forfaits. D'accord, il existe des cotations. Il existe déjà toutes les cotations qui ont été revues d'ailleurs par l'avenant 9 des infirmières qui est paru très récemment. Hein. Voilà. Mais pour permettre aux CISA, pour les garantir un petit peu les premières années, même si elles perçoivent ces forfaits, pour leur garantir le salariat de l'État, il y a cette aide au démarrage qui a été instaurée. D'accord. Merci. Je vous en prie. J'espère que j'ai répondu à peu près à toutes les questions. Donc, on va passer à un nouvel indicateur qui est la démarche qualité. Donc, effectivement, cet indicateur, alors c'est un indicateur optionnel, comme vous pouvez le voir. C'est pour inciter les MSP à développer l'auto-évaluation et une mise en œuvre d'une démarche d'amélioration de la qualité en équipe. Ce n'est pas une démarche de certification. Vous n'avez pas besoin de passer par des entreprises pour avoir une certification. C'est pour principalement renforcer la dynamique d'amélioration au sein de la MSP, et, que ce soit en termes d'organisation ou de la dispensation des soins. Donc, ce nouvel indicateur va se décliner en 3 niveaux. Chacun est optionnel. Le niveau 1, c'est la réalisation d'un diagnostic de maturité. Donc, en fait, effectivement, il faut désigner un référent qualité qui aura en charge d'animer et de suivre cette démarche qualité auprès de l'ensemble de l'équipe de la MSP. Ça commence effectivement par réaliser un état des lieux préalable. Donc, cet état des lieux, ça va être la force et les faiblesses identifiées de la dynamique pluriprofessionnelle au sein de la MSP et de la prise en charge des patients. L'objectif étant évidemment d'identifier des axes d'amélioration. Donc, ce diagnostic de maturité, donc bien sûr, il y a un référent qualité qui est désigné, mais il doit être établi avec l'ensemble de l'équipe pluriprofessionnelle.
Donc, ce niveau 1 donc, est valorisé à hauteur de 100 points fixes. Par rapport alors, bon, pour les techniques à utiliser, bon, je pense que vous en avez tous entendu parler, bien sûr, c'est les matrices de maturité. Par rapport aux justificatifs attendus, voilà, ça va être une grille d'auto-évaluation que le référent gérera effectivement, et effectivement une attestation par rapport à la présence aux réunions. Donc, ça, c'est le premier niveau. Le deuxième niveau, effectivement, c'est 200 points, c'est un peu plus. Donc, effectivement, suite à la réalisation de ce diagnostic de maturité, de mettre en place des modalités ou des actions pour améliorer le fonctionnement de ce qui aura été identifié comme perfectible ou quelquefois absent même. Donc là, il faudra vraiment définir un objectif précis, des indicateurs et réaliser un plan d'action en vue de l'atteinte de cet objectif. Donc ça, c'est 200 points variables. Et enfin, le dernier niveau, qui est évidemment le fait de fournir des données qualitatives et quantitatives qui permettent une analyse des actions qui auront été entreprises par rapport effectivement à ce qui aura été déterminé dans le diagnostic de maturité. Voilà, de déterminer des pistes d'amélioration, de déterminer si les actions correctives sont atteintes. Voilà, ces conclusions-là, bien sûr, toujours, dans tous les cas, c'est toute l'équipe pluriprofessionnelle qui doit échanger sur ça et acter ces conclusions. Ce niveau-là, le niveau 3, c'est 300 points. Les 3 niveaux sont cumulables, bien sûr, et à chaque fois, effectivement, on vous demandera des justificatifs différents pour chaque niveau que vous penserez avoir atteint. J'ai Madame Caraï qui voudrait prendre la parole. Oui, bonjour, excusez-moi, peut-être que vous avez déjà répondu à la question. C'est au niveau du diagnostic. C'est quoi les indicateurs de ce diagnostic? La tenue du dossier, par exemple, patient, c'est… Pour le premier niveau, là, le diagnostic de maturité? Oui, au niveau du diagnostic. Alors là, vraiment, ça va être effectivement, ils sont un petit peu plus précis déjà dans l'avenant, donc ils ont dû échanger ensemble dessus. Les justificatifs attendus, là, ça va être une grille d'auto-évaluation avec une synthèse des résultats, bien sûr le nom de la personne désignée comme référent qualité et une feuille de présence signée par rapport à la réunion annuelle pour cette réflexion sur la démarche qualité. D'accord, c'est qu'une réflexion, mais il n'y a pas d'audit proprement qu'on doit faire comme dans une démarche qualité. Ce n'est pas un audit, c'est vraiment un diagnostic de maturité qui doit être fait en interne par les membres de l'équipe. Bien sûr, il faut désigner un référent parce que voilà, pour que toute démarche qualité fonctionne, il faut quand même un référent qui coordonne et qui gère cela. Mais effectivement, pour le niveau 1, c'est juste auto-évaluer les forces et les faiblesses au sein de la MSP, effectivement, que ce soit en termes d'organisation pure ou même en termes de soins auprès des patients. Merci. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, je ne sais pas, Valérie, est-ce que tu as vu s'il y avait des questions dans le fil de discussion? J'ai vu qu'il y avait une question, mais je pense que tu y as répondu, puisque en fait, c'est Madame Bacon qui demandait si le point présenté était cumulable ou pas, donc tu l'as précisé. Effectivement, c'est cumulable, oui. C'est cumulable, voilà. Au fur et à mesure que vous atteignez un niveau, vous récupérez les points attribués pour ce niveau-là. Et les 3 sont optionnels, donc on peut imaginer par exemple une montée en charge progressive, la mise en place en 2023 de ce diagnostic de maturité pour après passer au niveau 2 en 2024 avec la planification vraiment d'actions d'amélioration qui seront mises en œuvre l'année suivante et effectivement peut-être les conclusions l'année d'après encore. Voilà, c'est vraiment, ça c'est le rythme doit être déterminé par l'équipe
c'est optionnel, ce n'est pas obligatoire. Donc voilà, c'est vraiment après à chaque MSP à voir ce qui est envisageable et à quel rythme. Donc cet avenant prévoit également un nouvel indicateur relatif à l'implication des usagers à la MSP. Donc c'est un indicateur optionnel également. En fait, enfin, ce n'est pas un nouvel indicateur, excusez-moi, c'est l'indicateur, on va dire qu'il remplace ou complète du moins l'indicateur satisfaction des patients. Donc, cet indicateur donc, qui s'appelle désormais implication des usagers, lui aussi va avoir 2 niveaux de rémunération cumulables en fonction, effectivement, du niveau d'implication qui aura été décidé, bien sûr, par l'équipe des MSP. Donc, le premier niveau, ben, c'est simplement consulter les patients, leur demander leur avis, les informer de ce qui se passe et les sensibiliser. Donc là, par exemple, c'est ce que vous faisiez déjà, certains ou la plupart, avec le questionnaire de satisfaction qui était prévu par l'accord initial. Pardon. Donc, ça peut être, alors ça peut être un questionnaire de satisfaction, mais après, ce n'est pas une obligation, ce questionnaire, ça peut être un sondage, une boîte à idées dans la salle d'attente, un affichage, des flyers, ça peut être une consultation sur le site internet de la MSP éventuellement. Ça, c'est chaque MSP qui décide vraiment de la façon dont il implique l'usager dans le fait de lui demander son avis et de les informer sur ce qui se passe à la MSP. Donc ça, c'est 200 points fixes. Le deuxième niveau, là, par contre, ça va être une implication plus importante des usagers, notamment peut-être désigner un référent dans certains groupes de travail que vous mettrez en place, peut-être les faire participer, en tout cas un usager désigné comme référent. Vous n'allez pas faire participer tous vos usagers pour avoir leur avis, mais en faire participer un comme désigné tel quel à un atelier ETP pour après faire un retour, lui, des impressions, du ressenti qu'il a eu. Voilà, ça peut être éventuellement dans l'implication dans les réunions de coordination de la MSP. Alors, bien sûr, pas les réunions de coordination relatives à l'étude des cas patients. Ça sera plutôt s'il y a des groupes de travail sur des actions de prévention, etc. Voilà, éventuellement aussi, ça peut aller jusqu'à la présence d'un médiateur au sein de la MSP. Je sais d'ailleurs que nous avons déjà quelques MSP, au moins une en tout cas, à Montpellier-CVN, qui a un médiateur au sein de sa MSP. Donc ça, ce niveau 2, c'est valorisable à hauteur de 300 points. Madame Caraï, est-ce que c'était la main levée pour la question précédente ou... Je n'ai pas baissé la main. D'accord, ok, il n'y a aucun souci. Et en revanche, il y a une question de Madame Ministro, niveau 2 et niveau 3, les points sont variables ou fixes? Pardon, excusez-moi, je me permets de prendre la parole. En fait, c'était pour la question d'avant, c'était pour la démarche qualité. Je vous ai dit que j'allais la poser à la fin, mais… Alors, effectivement, la démarche qualité, donc le premier niveau, c'est 100 points fixes. Le niveau 2, le niveau 3, c'est des 200 et 300 points variables. Alors, en fait, j'ai oublié, j'ai fait une faute d'orthographe d'ailleurs, je vois. En fait, la différence entre les points fixes et les points variables, c'est vrai, j'aurais pu vous le préciser au départ, j'ai oublié. Les points variables, c'est en fonction du niveau de patientèle. Voilà, il va y avoir des proratisations qui seront appliquées. Ça sera forcément donc plus pour augmenter que diminuer. Mais ce sont des points variables, effectivement, vous avez raison. Donc, s'il n'y a pas de questions par rapport à l'indicateur sur l'implication des usagers, je pense, Valérie, qu'on peut passer aux autres mesures. Sur ces autres mesures, donc elles valorisent les fonctions de coordination et le travail en équipe. Alors, ça touche en fait une revalorisation des indicateurs notamment liés à l'accès aux soins. Donc là, on est sur de l'optionnel.
L'offre de diversité de soins, des services de soins, en fait, est revalorisée au total avec 100 points fixes qui se répartissent en plus 50 points au niveau 1 et plus 50 points au niveau 2. Alors, pour vous rappeler ce qu'on entend par offre d'une diversité, c'est ce qui concerne les associés de la MSP. Le niveau 1, c'est la présence d'au moins 2 professions médicales différentes en sus de la médecine générale, ou d'au moins 3 professions paramédicales différentes. Et le niveau 2, c'est la présence d'au moins 2 professionnels, professions médicales différentes en sus de la médecine générale. Et donc là, on est sur une condition cumulative d'au moins 3 professions paramédicales différentes. Sur l'accès aux soins, donc, il y a une revalorisation également de la consultation de second recours. Donc, même principe, valorisation au total de 100 points fixes répartis entre plus 50 points sur le niveau 1 et plus 50 points sur le niveau 2. Donc là, pour redéfinir ce qu'on entend par alors, profession déjà médicale, j'ai oublié de vous dire, est-ce que c'est nécessaire en fait qu'on le reprécise? Donc, profession médicale, sage-femme, chirurgien dentiste, médecin généraliste avec exercice particulier notamment, pharmacien, biologiste. Et en ce qui concerne donc les professions paramédicales, c'est toutes celles qui relèvent du code de santé publique. Est-ce que c'est nécessaire qu'on vous les redéfinisse? A priori, pas de demande. Bon, donc de toute façon, elles sont identifiées et listées. Et concernant donc la revalorisation des consultations de second recours, j'en reviens sur mon indicateur. Là, on concerne en fait les vacataires de la MSP. Le niveau 1 étant la présence équivalente à au moins 2 jours par mois pour l'ensemble des disciplines. Et le niveau 2, la présence équivalente à au moins 2 jours et demi par semaine pour l'ensemble des disciplines. Donc, l'autre type d'indicateur qui a été revalorisé, c'est le travail en équipe et la coordination. Donc, il y a une revalorisation de la fonction de coordination. Alors, elle-même qui fait partie des indicateurs socles et prérequis, donc je vous le rappelle, qui détermine le montant de l'avance et le montant de la rémunération. Cette fonction de coordination donc, porte la rémunération avec la revalorisation à 1000 points fixes, plus 1700 points variables quand on va jusqu'à 8000 patients, et plus 1100 points variables quand on est au-delà de 8000 patients. Et donc là, bien sûr, c'est cumulatif. On parle bien de la patientèle médecin traitant de la MSP, hein, donc de l'ensemble des médecins généralistes exerçant au sein de la MSP donc associés. Et associés, voilà. Et sur l'autre indicateur, donc formation des jeunes professionnels de santé, toujours pareil, hein, on était sur un indicateur optionnel qui reste optionnel avec l'avenant 1. Simplement, on valorisait la formation des jeunes professionnels de santé, alors toute profession confondue, hein, ça n'est pas limité en fait aux médecins généralistes ou voire spécialistes, c'est toute profession. Il y avait donc le premier stage, le deuxième stage qui était rémunéré à hauteur de 225 points fixes chacun, et l'avenant 1 prévoit une rémunération pour le troisième et le quatrième stage, eux aussi, donc à hauteur de 225 points fixes supplémentaires par stage. Donc, il faut lister tous les stagiaires, quels que soient les métiers. Hein. Oui, et il faut conserver les conventions parce qu'on vous réclamera comme justificatif la convention de stage signée des parties. Madame Corneau a une question, me semble. C'était juste parce que nous, en fait, on n'était que monosite, maintenant on est multisite. L'entrée de pharmaciens et biologistes dans la maison de santé apporte quoi par rapport aux points? Alors, le nombre de professionnels de santé intégrants, ça apporte déjà
surtout par rapport au système informatique, hein, puisque le dernier indicateur sur lequel il n'y a pas de nouveauté là, cette année avec Stavenant, cet indicateur-là, c'est un nombre de points par professionnel santé associé qui intègre la structure. Et ensuite, donc, il y a cet indicateur-là sur le système d'information qui va être valorisé. Plus il y a de membres d'associés, plus la rémunération sera importante. Et là, il y a effectivement aussi, par rapport à l'accès aux soins, l'offre de diversité de soins. Donc, ça vous permet des fois de changer de niveau d'atteinte et également pour la consultation de second recours. Tout dépend s'ils sont associés ou pas. Je vous rappelle, donc, pour l'indicateur offre d'une diversité de services de soins, c'est que les associés qui comptent. Pour les consultations de second recours, c'est que les vacataires. Voilà. Donc, en fait, plus il y a de membres, enfin, plus la MSP compte, pardon, de professionnels santé et plus la rémunération est valorisée. Madame Lacan? Ça veut dire que si il y a une profession de second recours faut être intégrée à la MSP, parce que elle se pose actuellement chez nous, elle sera considérée dans la diversité des soins et pas dans les consultations de second recours. Quelle personne, pardon? Par exemple, on a actuellement un médecin pneumologue qui voudrait peut-être intégrer la MSP chez nous. Elle va être comptabilisée dans l'offre de diversité de services de soins et non pas dans la consultation de second recours. Tout dépend. Est-ce qu'elle sera, associée de la CISA ou pas? Si elle devient associée, oui. Si elle est associée de la CISA, elle ne peut compter que sur la diversité des soins. Consultation de second recours, c'est que des vacataires qui viennent ponctuellement ou qui interviennent ponctuellement pour la MSP, mais qui ne sont pas associés. Ok. Merci. Docteur Kamal? Oui, je voulais vous poser la question par rapport au contrat d'installation des jeunes médecins. Vous savez, alors je ne me rappelle plus des acronymes, CSTM, etc. Ça a toujours lieu? Oui, ça a toujours lieu, sachant qu'on n'en a aucun dans l'Hérault. En fait, non, c'est on le verra sur les dernières diapos. Je vais vous faire un point sur l'ensemble des indicateurs. On en parlera à ce moment-là, docteur. D'accord. OK, merci. Donc, par rapport donc aux autres mesures, Valérie, celle-ci. Il y avait des questions, Sabine, qui étaient posées. Alors, j'essaie de remonter parce qu'il y en a d'autres qui se sont affichées entre-temps. Madame Ministro qui demandait, on est d'accord que ensemble des disciplines, c'est cumul des temps de présence de toutes les spécialités, de tous les spécialistes. Alors, tout dépend, ça dépend pour s'ils sont associés ou pas. C'est ce que je viens de dire. Effectivement, s'ils ne sont pas associés, qu'ils interviennent, effectivement, on cumule le temps de présence pour calculer l'atteinte du niveau de consultation de second recours. Donc, pardon? J'allais dire, excusez-moi, donc on est bien d'accord que quand on dit 2,5 jours, ça sera le cumul de temps de présence de l'ensemble et pas pris individuellement. Voilà, c'était juste… Effectivement, mais pas des associés. Mais qui ne sont pas associés, puisque du coup, si j'ai bien compris, s'ils deviennent associés, dans ce cas-là, on bascule, ils seront valorisés, mais dans l'accès aux soins. Exactement. Voilà, merci. C'est tout à fait ça. Donc, effectivement, désormais, depuis l'avenant numéro 1 des MSP, ça sera 4 stages au total sur la MSP qui pourront être valorisés. Donc, dès cette année, dès les indicateurs 2022, sur la déclaration dans démarche simplifiée que vous allez faire, certainement, ça va être ouvert au mois de décembre. Il risque d'y avoir un petit décalage dans la mesure où le formulaire dans démarche simplifiée doit être revu. Et donc, dès cette année, vous pouvez, si vous nous fournissez 4 conventions de stage, on pourra valoriser la rémunération de la MSP à la hauteur de ces 4 stages. Il y a une autre question qui a été posée, mais je pense que tu as répondu au passage. En fait, Sabine, c'est… hop, elle est remontée. Ouais. Alors, non, alors, je répète, les professionnels de santé qui ne sont pas associés, mais signataires du projet de santé, c'est ce que nous appelons les vacataires. Ces vacataires sont valorisés dans l'indicateur consultation de second recours. Les associés, eux, valorisent l'indicateur offre de diversité de soins.
Après, je comprends que ce ne soit pas évident. On a mis quelques temps à comprendre, nous aussi. Hein. Après, c'est vrai que c'est très important parce que, euh, bon, c'est vrai que de faire vivre une MSP, surtout si elle est multisite, c'est pas évident. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de confusion autour des termes. C'est vrai que quand on parle associé, chez les libéraux, ça percute pas d'emblée. Et c'est vrai qu'il faut faire la part des choses entre la CISA et puis l'association MSP. C'est tout C'est à deux fait. entités différentes, voilà. Et je pense que il faut quand même se battre pour que vive quand même cette entité, on va dire, associative MSP, parce que je parle finalement, c'est certes la CISA, c'est le cœur, on va dire, le cœur le cœur de la MSP, mais c'est vrai que ce qui fait vivre la MSP, c'est quand même l'associatif, c'est l'association, c'est le regroupement C'est de tous ça. les acteurs sur le territoire. Donc ça, je crois qu'il faut, on le rappelle parce que c'est vrai que ça entraîne beaucoup de confusion. Et dès qu'on parle association, etc., ça fait fuir les professionnels, alors qu'en fait, c'est pas énorme, quoi. On mutualise, on met en commun des moyens, on participe un petit peu à l'effort collectif général, on fait rentrer dans la structure les différents professionnels. Mais c'est vrai que selon comme c'est présenté, ça fait peur, ça effraie énormément de professionnels. Donc c'est vrai Effectivement. il faut revenir là-dessus, hein, je pense, bien préciser les choses. Le statut d'associé, effectivement, peut correspondre tout à fait aux personnes qui exercent à temps plein en libéral dans la MSP. Par contre, si effectivement, sur votre commune, vous avez un manque de... enfin, c'est dans beaucoup de communes d'ailleurs, si vous avez besoin de faire venir des spécialistes, que vous leur prêtez une partie de local, mais bien sûr que ce spécialiste, il ne va pas vouloir être associé de la CISA, c'est trop d'engagement pour lui, surtout s'il intervient, on va dire, 2 fois par mois. Voilà. Par contre, cet indicateur consultation de second recours, voilà, ça vous permet d'essayer de mettre à disposition pour que des autres professionnels hors salariés puissent faire des consultations auprès de vos patients, médecins traitants, et ainsi c'est valorisé. Ça, vous voulez, ça les implique moins, mais ça vous permet effectivement, ça peut être un frein, lui dire si le spécialiste ne peut intervenir qu'en étant associé, ça peut être un frein à le faire venir. Là, par contre, s'il intervient pour la MSP en tant que vacataire, voilà, au moins, ça l'implique moins. Il a juste à respecter, à signer la charte d'engagement, donc à respecter les principes d'organisation de la MSP, mais ça n'implique pas sa responsabilité. Donc, il y a une grande différence entre le terme d'associé et le terme de vacataire. Nous, ce qu'on appelle associé, c'est vraiment associé de la CISA. Les vacataires, c'est ceux qui vont signer la charte d'engagement. Voilà. Et donc, je le répète, associé diversité de soins, vacataire, consultation de second recours. Ils ne valorisent pas le même indicateur. Bon, je pense qu'on peut passer donc là à l'intégration de nouveaux indicateurs. Valérie? Oui. Donc, sur la création en fait, de nouveaux indicateurs, on est sur là aussi de l'optionnel. Il y a notamment celui qui valorise la mise en place de protocoles de coopération de soins non programmés. En fait, ce sont les délégations de missions à d'autres professions. Et cet indicateur est valorisé à hauteur de 100 points fixes par protocole. Il y a 6 protocoles qui peuvent être rémunérés au maximum. Et en fait, ces protocoles, c'est ceux qui relèvent d'un avis favorable qui a été donné par la Haute Autorité de Santé, la HAS, en janvier 2020, pardon, et qui sont listés en fait dans l'arrêté ministériel du 6 mars 2020, si vous voulez les retrouver. Mais pour vous les citer oralement, donc on a la prise en charge du traumatisme en torsion de cheville par le masseur kiné, la prise en charge de l'odynophagie par l'infirmier diplômé d'État ou le pharmacien d'officine, la prise en charge de la pollakiurie et de la brûlure mictionnelle chez la femme de 16 à 65 ans par IDE ou pharmacien d'officine, le renouvellement du traitement de la rhinoconjonctivite allergique saisonnière pour les patients de 15 à 50 ans par IDE ou pharmacien d'officine,
prise en charge de la douleur lombaire aiguë inférieure à 4 semaines par le kiné. Et le dernier, prise en charge de l'enfant de 12 mois à 12 ans de l'éruption cutanée vésiculeuse prurigineuse par IDE ou pharmacien d'officine. Donc là, valorisation en fait de 100 points fixes pour chacun de ces protocoles qui sera appliqué au sein de la MSP. Hervé, puisque en fait là on est sur des données qui sont très médicales, est-ce que tu vois quelque chose à rajouter dessus? Sur le plan médical, non, on est bien là. Par contre, c'est différent des protocoles pluriprofessionnels. On est vraiment là, sur les protocoles pluriprofessionnels, c'est bien plusieurs intervenants de professionnels de santé différents, médecins, infirmières, sages-femmes, enfin, pharmaciens, tous qui se coordonnent pour une problématique propre à la MSP. Pour les protocoles de coopération, ce sont là des délégations, disons, de responsabilité entre un médecin en général et un autre professionnel de santé. Dans le cas présent, c'est les kinés, les infirmières et les pharmacies qui sont retenus. On n'est pas dans une démarche de, comment dire, de coordination de MSP classique. Là, on est vraiment dans des délégations d'activité, de responsabilité. Voilà, il n'y a rien de bien particulier, je pense, à rajouter dessus. Le tout, c'est que ça passe dans les habitudes des différents professionnels et dans l'esprit des médecins, surtout. Valorisation de la participation de la MSP au parcours insuffisance cardiaque. Donc là aussi, on est sur 100 points, cette fois-ci donc variable en fonction de la patientèle de la MSP, qui doit s'inscrire dans le parcours insuffisance cardiaque de l'assurance maladie et répondre à un ou plusieurs objectifs, là aussi, qui sont listés. Tu veux nous en dire 2 mots, Hervé, là aussi? Il y a le parcours insuffisance cardiaque, je pense que vous êtes au courant déjà, qui est mis en place, et c'est un grand cheval de bataille de l'assurance maladie actuellement, avec des campagnes télévisées d'ailleurs, grand public, sur l'insuffisance cardiaque. Et du même coup, là, pour les MSP, c'est donc optionnel. Si la MSP retient ce protocole, il faut que ce soit en cohérence avec le parcours défini par l'assurance maladie et bien sûr en cohérence avec les CPTS, ou la CPTS du territoire de la MSP si cela a déjà été mis en place par la CPTS. Il faut savoir que les CPTS actuellement soit ont mis dès le début en place, ont retenu le parcours insuffisance cardiaque dans leur projet de santé, soit elles y sont fortement incitées pour, si elles ne l'avaient pas fait il y a 1 an ou 2 pour les premières CPTS, maintenant c'est une modification et elles intègrent ce parcours insuffisance cardiaque dans leur projet de santé. Donc les MSP doivent travailler en cohérence avec le schéma de la CPTS et celui de l'assurance maladie. Bon, après, ce qui est demandé, c'est tout de suite, c'est surtout de mettre en place ce schéma, c'est-à-dire identifier les patients, voilà, faire la formation des patients, enfin l'information, pardon, des patients, la formation des personnels comme les infirmières, éventuellement s'il y a des IPA qui vont avec, et puis améliorer surtout, je crois, le gros problème dans les sciences nationales et qui est plus facilement à la main des MSP, ça va être d'augmenter la fréquence du suivi médical par les médecins généralistes, cardiologues, infirmiers. C'est ce qui fait souvent ces défauts sur le territoire national et que les MSP peuvent plus facilement peut-être corriger. Voilà. Je reviens un petit instant parce que j'ai vu des questions par rapport aux protocoles nationaux de coopération. Donc, effectivement, cette liste, en fait, elle est consultable sur le site de l'ARS Occitanie, tout simplement parce que pour pouvoir mettre en place ces protocoles, il faut faire une déclaration auprès de l'ARS. Cela s'effectue via démarche simplifiée, mais tout est expliqué sur le site de l'ARS. Si vous
vous rencontrez des difficultés pour le retrouver, vous pouvez nous faire un mail, mais a priori, tout est disponible sur le site de l'ARS. Je pense que pour les protocoles, parce que ces protocoles, en fait, sont parus par arrêté, donc c'est quand même bien défini au niveau national. C'est validé, bien sûr, par la Haute Autorité de Santé. Donc, pour donner les références, Sabine, en fait, je les ai sous les yeux, hein. C'est l'arrêté ministériel du 6 mars 2020, paru au journal officiel du 8 mars 2020. Voilà. Et avec une inscription auprès de l'ARS via démarche simplifiée pour pouvoir mettre en œuvre ces protocoles au sein de votre MSP. Je reprends donc. Si j'ai une petite question, mais on en parlera peut-être tout à l'heure. Pour ce qui est des protocoles MSP, les petits protocoles MSP, ça a toujours cours, ça continue? C'est indépendant. Alors, c'est indépendant. Là, on parce parle... que là, les professionnels ne comprennent plus. Là, ils sont mélangés. On leur balance alors, effectivement, il y a toutes sortes de protocoles, donc c'est important de bien préciser les choses aux professionnels. Effectivement. Bien expliquer la gradation. Effectivement, docteur. Il y a les protocoles pluriprofessionnels que les MSP ont mis en place au sein de leur structure, et c'est des protocoles donc, qui organisent sur certains thèmes le parcours du patient. Dans tous les cas, ces protocoles sont maintenus, c'est jusqu'à 8 par an. On l'a vu tout à l'heure, ils existent toujours, ils sont même valorisés un petit peu plus pour les MSP qui vont salarier une IPA. Ça, c'est des protocoles que vous avez mis en place, que chaque année, vous nous déclarez via démarche simplifiée. J'en profite d'ailleurs pour vous dire qu'il est bien de faire vivre ces protocoles. C'est très important, donc il faut effectivement chaque année essayer un petit peu de faire le bilan du protocole, voir si tout a bien fonctionné comme c'était prévu, peut-être s'il y a des petites corrections à apporter. C'est important de l'actualiser et de l'évaluer chaque année. C'est ce qu'on va vous demander d'ailleurs via démarche simplifiée lors de la déclaration des indicateurs. Ça, c'est les protocoles que vous avez vous-même formalisés, rédigés en collaboration avec le service médical qui, quelquefois, vous apporte des petites précisions ou des petits ajouts ou des petits correctifs. Il y a ensuite des protocoles nationaux de coopération, ils n'ont pas le même objectif. Ces protocoles nationaux de coopération, c'est pour dégager du temps médical aux médecins. Effectivement, là, il y a une rémunération qui est prévue pour la mise en place dans des structures pluriprofessionnelles. Ces protocoles nationaux de coopération de soins non programmés vont permettre aux médecins de déléguer à un autre professionnel de santé, donc par exemple pour la torsion de la cheville, d'envoyer directement le patient voir le kiné. Vous serez mis d'accord avant pour savoir comment il doit le prendre en charge, bien évidemment. L'organisation reste à votre main, mais ça permet effectivement d'éviter que le patient passe par la case du médecin traitant dans la mesure où, sur certaines situations, comme par exemple la lombalgie, la prise en charge de la lombalgie par le kiné. Voilà, la lombalgie, la torsion de la cheville pour les kinés, mais je pense aux pharmaciens aussi, à la polyarthurie. Voilà, c'est très bien. Ce que je voulais dire, c'est assez difficile à comprendre pour tout le monde, parfois pour nous, vous disiez tout à l'heure, et je comprends bien pour les libéraux, hein, toutes ces notions de protocole, franchement, on entend un mot, voilà. Donc je me suis peut-être mal exprimé, pas suffisamment il y a quelques minutes. Là. Les protocoles de coopération, c'est différent des protocoles pluriprofessionnels. En effet, les deux persistent, comme le disait Sabine. Donc, les protocoles de pluriprofessionnels que vous mettez en place dans les MSP doivent correspondre à des problématiques que vous identifiez. Le principe même de l'exercice coordonné, de la politique qui a été mise en place, c'est que ce soit les structures d'exercice coordonné qui aient la main et qui décident de ce qu'elles vont faire et qu'elles l'établissent, qu'elles rédigent. Et du même coup, suivant les MSP, on n'a pas les mêmes protocoles. Donc, quand une MSP avec ses différents professionnels, dégage une problématique, elle peut écrire un protocole pluriprofessionnel. Donc, il y a au moins
au moins 2 et 3 professionnels de santé qui interviennent. Et vous les rédigez, vous vous coordonnez ensemble, vous mettez au point votre façon de travailler sur la problématique que vous avez retenue. Ça, c'est ce que vous faites, que l'on connaît, les PPP, voilà. Et puis, ces parcours de coopération, c'est différent. Ce n'est pas une problématique que vous avez identifiée au sein de votre MSP, c'est quelque chose de national qui a été mis en place pour pouvoir donner, cette fois-là, une délégation directement à un autre professionnel de santé, du médecin vers, comme je disais, actuellement, c'est les kinés, les pharmaciens, les infirmières, dans certaines situations bien précises qui sont décidées au niveau national et qui ont été validées, vous pouvez du même coup déléguer, si les professionnels de santé, c'est-à-dire les kinés, les infirmières et les pharmaciens, dépendent de votre MSP, au sein de ces structures, vous pouvez déléguer la prise en charge de la lombalgie au kiné, la prise en charge de l'entorse, voilà, le renouvellement pour l'infirmière d'un traitement ou la mise en place d'un traitement pour une infection urinaire et les 6 situations qui ont été citées. La reconduction d'un traitement pour les conjonctivites allergiques, les douleurs de gorge, et puis il y en a une que j'oublie, enfin, c'est pas grave. Donc, voyez-vous, c'est différent. Le PPP, vous vous dites, tiens, dans ma structure, il y a quelque chose qui pose problème, on se réunit à plusieurs, on met en marche un protocole qui va nous permettre de coordonner tout ça. De l'autre côté, vous avez les protocoles de coopération qui ont été rédigés au niveau national et qui permettent de déléguer certaines activités à certaines professions. Voilà. Donc, où là, vous n'avez pas à les inventer. Hein. C'est quelque chose qui existe déjà et que vous allez pouvoir affiner localement, mais qui sont autorisés sur le niveau national. Merci, Ça docteur. se cumule financièrement après. Ça, c'est le côté casse, hein, vous voyez. Madame Lacan avait une question? Oui, j'avais une question parce que il me semble que suite au rapport de la mission Brown, il y avait eu un assouplissement de l'application des protocoles de coopération cet été, si je ne fais pas erreur. Et je voulais savoir du coup où on en était aujourd'hui, si les règles qui encadraient les protocoles de coopération étaient toujours les mêmes ou s'il y avait eu des modifications. Sans revenir en détail dessus, parce que j'irai chercher l'information si besoin, mais je sais que nous, la problématique qu'on avait notamment, c'était le cadre très strict et parfois difficilement applicable sur une MSP où on a beaucoup de professionnels notamment. Alors, il faut savoir que les mesures Brown ont toutes été prolongées, sauf une par rapport à la télémédecine. Donc, ces mesures de cet été sont encore en vigueur à l'heure actuelle. Le national nous a informé jusqu'à nouvel ordre. Donc, en fait, nous n'avons aucune idée de la date de fin de ces mesures, mais dans tous les cas, à ce jour, elles sont toujours d'actualité, sauf une mesure sur la télémédecine. Madame Pesson? Oui, dans le fil de discussion, Madame Lacan a proposé un lien concernant les protocoles de coopération. Donc, c'est effectivement une question que je voulais poser. Ce ne sont pas les mêmes protocoles que vous avez cités tout à l'heure. Est-ce que le protocole de fragilité qui est dans le lien fait partie des protocoles de coopération ou est-ce qu'ils sont que vraiment les 6 que vous avez cités? Alors, effectivement, nous, l'indicateur là de 100 points fixes par protocole, c'est pour les protocoles nationaux de coopération de soins non programmés réservés aux structures pluriprofessionnelles. Alors, ce qu'on va faire, parce qu'effectivement, je conçois, je vous ai dit de voir avec le site de l'ARS parce qu'il y a 7 déclarations que vous devrez faire à l'ARS si vous souhaitez les mettre en place. Ce qu'on va faire, c'est que dans un premier temps, là, on va vous envoyer le diaporama avec la liste exhaustive de ces 6 protocoles nationaux de coopération de soins non programmés que les MSP peuvent mettre en place au sein de leur structure. Dans un deuxième temps, j'enverrai la vidéo parce que la vidéo ne peut pas partir par ma boîte mail. Vous recevrez un lien pour pouvoir avoir la vidéo de
de notre formulaire. Donc, effectivement, les protocoles de coopération qui ne sont pas des soins non programmés, qui sont des délégations de stage, mais sans être soins non programmés, ne sont pas valorisés, à part dans la mission de santé publique, fragilité, détection de la fragilité du suffragé, n'est-ce pas? C'est ça, tout à fait, exactement. Je pense, Valérie, qu'on peut peut-être parler de… Il y a juste, voilà, juste pour terminer là-dessus, donc Madame Lacan précise, en fait, il faut juste, par rapport au lien qui a été mis, il faut juste sélectionner l'onglet soins non programmés. Voilà. C'est vraiment cette notion de protocole de coopération de soins non programmés, puisque c'est pour effectivement faire gagner du temps médical aux médecins généralistes de la MSP. Alors, ça permet non seulement de faire gagner du temps aux médecins généralistes, ça permet aux patients d'avoir une prise en charge plus rapide et un accès aux soins plus rapide du même coup, puisqu'il n'a pas justement besoin de passer par le médecin traitant, il peut directement contacter son infirmière ou le kiné. Pharmacien ou kiné. Voilà. Et puis, ça a un autre avantage pour les professionnels de santé eux-mêmes, c'est aussi une diversification de leur activité et de l'intérêt qu'ils peuvent y trouver pour un kiné ou pour une infirmière, un pharmacien, voilà, d'être plus impliqués dans la prise en charge du patient. Bien entendu, ça n'exclut pas le retour vers un médecin traitant, loin de là, c'est prévu d'ailleurs. Et puis, le travail de coordination ensemble, c'est vrai, mais c'est un petit peu moins de la coordination. On est vraiment là dans la délégation de l'activité, alors que les PPP sont vraiment, non pas de la délégation, on n'en veut pas dans ces PPP, on ne veut pas de délégation de soins, mais vraiment une coordination d'une équipe avec de multiples intervenants. C'est vrai qu'on parle plus du parcours patient et on en revient à l'essentiel, c'est le dossier partagé avec l'informatisation et le retour de l'ensemble des professionnels par rapport à ce qui se passe autour du parcours du patient. Donc après, l'important après, c'est derrière la traçabilité, il y a l'espace santé, il y a l'informatique, les logiciels métiers partagés, et ça c'est important qu'il se retourne par rapport au patient. Et pas seulement pour le médecin, puisque d'autres professionnels ont accès au dossier du patient. Et c'est important dans l'approche de ce parcours de soins, de mieux organiser, de mieux structurer ce parcours de soins qui jusqu'à maintenant était un petit peu anarchique et désordonné, pour le moins qu'on puisse dire, pour certains patients. Voilà. Je dirais qu'il y a le patient au centre et il y a toute une toile d'araignée, je dirais, autour. C'est assez complexe. Et nous, à chaque fois, quand on a des réunions, on parle d'une problématique dans un coin, mais tout ça doit correspondre vraiment à la prise en charge du patient dans son ensemble. Et ça sous-entend, en effet, tous les systèmes d'information derrière, enfin, toute la coordination, qu'elle soit entre les professionnels de santé qu'entre les parties purement technique, entre autres de tout ce qui est logiciel aujourd'hui pour le suivi des patients. Et c'est lui qui est au centre, c'est toujours le patient qui est au centre du système. Merci. Madame Ministro, vous avez une question? Ou la main est levée? Oui, pardon. Je reviens juste sur la liste, excusez-moi, des protocoles de soins non programmés. Il y en a un, le dernier, qui n'est pas dans les 6, qui concerne Azalée, mais qui est présent sur le site. Oui, effectivement, parce pour le faire, il faut se déclarer auprès de l'ARS. Par contre, il n'entre pas dans la valorisation de cet indicateur, pardon. Et il n'entre pas aussi, parce que cet indicateur, ces 6 protocoles, il y a eu une rémunération forfait qui est prévue aussi. Bon, ça, c'est pareil, c'est sur le site de l'ARS, c'est vraiment eux qui vont gérer ces protocoles nationaux de coopération, mais il y a une autre rémunération prévue. Mais vous parlez par rapport à Azalée, parce que c'est vrai que tout à l'heure, dans mes questions, quand on parlait d'IPA, je posais la question aussi par rapport à Azalée, et comme là, je le vois, du coup, je me dis, est-ce qu'il y a… Azalée ne répond pas à cette notion de soins non programmés. Azalée, ça va être du suivi du patient, ça répond. C'est pour ça que là, c'est vraiment cet indicateur, les 100 points qui peuvent être valorisés. Comme vous l'a indiqué Valérie, c'est vraiment la liste des 6 qu'on vous a informé tout à l'heure et qu'on va vous envoyer par mail, effectivement, pour que ce soit quand même plus clair et que vous puissiez conserver cette liste.
D'accord, mais du coup, j'entends, hein, mais pourquoi du coup il est listé dans les protocoles autorisés en structure pluriprofessionnelle? Parce qu'il est autorisé en structure professionnelle, mais il n'est pas valorisable dans ce cadre-là. Et vous devez faire la déclaration auprès de l'ARS, tout comme les protocoles. C'est quand même un protocole national de coopération. D'accord, donc si je veux valoriser la présence du nasalé dans la MSP, il faut que je me rapproche de l'ARS vis-à-vis de ce protocole-là, mais ça n'a rien à voir avec l'ACI du coup. Tout à fait. Ça ne sera pas valorisé en ACI? Exactement, il n'entrera pas dans le cadre de ce nouvel indicateur. D'accord, donc il faut que je vois avec l'ARS. Voilà. Ok, merci. Je vous en Désolée. prie. Et de toute façon, si j'ai bien compris ce que vous disiez avant, Sabine, l'infirmière à l'IPA sera valorisée de toute façon dans la MSP à d'autres Oui. étapes. Alors là, on parlait des azalées. Voilà, c'est vrai que là aussi. Mais Ah oui, azalées, le pardon. protocole, Madame la Ministre, le protocole, c'est pour les infirmières azalées. Vous avez raison, il existe et vous pouvez faire la déclaration auprès de l'ARS. Voilà, je répète que l'indicateur que vient de vous présenter Valérie, c'est vraiment les 6 protocoles nationaux de coopération de soins non programmés et uniquement ceux-là qui vont vous permettre de valider ces 100 points fixes. Et effectivement, nous, on le valorisera parce que de toute façon, comme vous allez le déclarer à l'ARS, c'est une fois que ce sera déclaré à l'ARS que ça sera valorisable dans ce protocole. Donc, c'est nous qui déterminerons quand même, ne vous inquiétez pas, si le protocole il entre en compte ou pas. Valérie, je poursuis. Oui, je vais terminer sur. Il est moins le quart à midi. La réunion va s'arrêter. Non, mais je suis le maître du temps aujourd'hui. Je suis désolée. Donc, la dernière valorisation, s'il te plaît, Thierry. Voilà, la dernière valorisation, en fait, c'est tout comme on a parlé du parcours de soins à insuffisance cardiaque tout à l'heure. Là, c'est sur le parcours pour les enfants en situation de surpoids ou d'obésité non compliquée. Valorisation de 100 points fixes qui est prévue. Néanmoins, donc on vous l'a précisé en dessous, pour pouvoir bénéficier de cet indicateur, donc qui reste optionnel comme le précédent, la structure doit avoir mis en œuvre, s'être engagée dans le cadre de la mission de santé publique sur le thème du surpoids et de l'obésité de l'enfant. Alors, sachez qu'à l'heure actuelle, il n'y a qu'une seule MSP qui s'est engagée dans cette mission de santé publique. On peut s'engager à tout moment dans une mission de santé publique. Donc, pour les MSP qui souhaiteraient mettre en œuvre cette coordination pour accompagner les enfants en situation de surpoids ou d'obésité, c'est possible. Il suffit de se rapprocher donc, du service exercice coordonné par l'adresse mail que vous connaissez sur laquelle on vous a invité. Puisqu'il y a quand même une annexe au contrat ACI à signer avec l'ARS. Voilà, mais on peut le mettre en œuvre à tout moment. Par contre, il n'y a toujours que 2 missions de santé publique au maximum. Donc, pour ceux qui avaient déjà 2 missions, voilà, il faut voir, on ne pourra pas en rajouter une 3e pour ce thème-là. Et puis, sur les dernières mesures, donc autres mesures, principalement 2, une actualisation qui se fait tous les ans des taux nationaux des patients C2S et des patients AME, aide médicale État, afin de les comparer à ceux de la structure, puisqu'en fait, c'est cette comparaison qui va vous permettre d'obtenir une majoration de précarité pour la maison de santé pluridisciplinaire. Voilà. Et puis le dernier, donc l'introduction explicite d'une reconduction par tacite reconduction des contrats ACI-MSP, puisqu'on n'avait pas cette mention en fait auparavant. Là, il est précisé, la durée du contrat est de 5 ans, donc calée sur la convention médicale notamment, renouvelable par tacite reconduction. Voilà, ce qui signifie qu'on n'a pas à vous faire signer de nouveaux contrats en fait, pour les redémarrer. Voilà, effectivement, on ne signera désormais des avenants au contrat à chaque fois que le national le décidera en fonction des négociations nationales. Alors, les dernières diapositives, on a repris axe, puisqu'il y a 3 axes pour la rémunération ACI.
on a repris pour chacun l'ensemble, la liste de tous les indicateurs, ceux qui existaient déjà, qui avaient été mis en place par l'accord national, et également ceux qui ont été ajoutés par cet avenant. Et on a également intégré le nombre de points. Donc ça, c'est ce qui est valable à ce jour. Donc le premier axe de rémunération, c'est l'accès aux soins. Donc à gauche, vous avez les indicateurs socles. Ceux avec une police en rouge, ça veut dire que c'est les prérequis, ils sont nécessaires pour déclencher la rémunération annuelle, sauf évidemment la crise sanitaire grave pour 2022, on est bien d'accord. Et à droite, vous avez les indicateurs optionnels qui vont vous rapporter des points si vous les mettez en place, mais qui ne sont pas obligatoires. Voilà, donc l'indicateur sur l'accessibilité est maintenu, hein, les horaires d'ouverture, et c'est donc un prérequis qui est indispensable pour déclencher la rémunération. Ensuite, en optionnel, vous avez les soins non programmés, ça c'est nouveau, on vient d'en parler, de vous le présenter. Vous avez la diversité de l'offre de soins, puis l'offre de second recours, on vient d'en parler aussi. Là, la nouveauté, c'est le nombre de points, c'est 300 points fixes par niveau. L'implication des usagers, là, tout est nouveau, les 2 niveaux et le nombre de points. Donc, 200 points fixes au niveau 1, 300 points variables au niveau 2. Les missions de santé publique, ça aussi, c'était l'existant, donc c'est 2 au maximum, 350 points variables par mission, sachant que la nouveauté, c'est que si une IPA salariée intègre la MSP, il y a une valorisation de 200 points fixes. Et donc, cet indicateur accueil des CSTM existe toujours. Là, je vais pouvoir répondre à une question précédente du Dr Kamal. C'est le contrat de solidarité territoriale des médecins. C'est pas une aide d'installation, c'est un contrat qui permet à des médecins d'aller aider des médecins sur d'autres secteurs. Voilà. Et ils ont une rémunération spécifique parce que ils font le déplacement pour aller soutenir des confrères sur un autre territoire. Cet indicateur-là, il demeure hein, avec le nouvel avenant. Il est valorisé à hauteur de 200 points fixes depuis le début. Bon, il faut savoir qu'on n'a aucun de ces contrats signés sur le département de l'Hérault. Le deuxième axe, c'est le travail en équipe, la coordination. Donc, toujours le même principe à gauche, les indicateurs socles, à droite, les optionnels. Donc, vous voyez que les protocoles pluriprofessionnels sont bien maintenus. Ils sont valorisés à hauteur de 100 points fixes par protocole et il y a désormais une valorisation en plus s'il y a une IPA dans la MSP. Et le maximum de 8 protocoles rémunérés persiste avec le nouvel avenant, sachant que si vous voulez en mettre en place plus de 8, vous pouvez toujours. Là, c'est le maximum pour la rémunération. Les réunions de concertation pluriprofessionnelle, la valorisation demeure comme dans le premier accord. Il y a juste un ajout de ces 200 points variables s'il y a la présence d'une IPA au sein de la MSP. La fonction de coordination, donc elle demeure comme au premier accord. Elle est en rouge parce que c'est un prérequis ça va déclencher la rémunération. Si ces prérequis ne sont pas atteints à la fin de l'année, tous les autres indicateurs ne seront pas déclenchés pour la rémunération. Voilà. Par contre, elle a été relativement bien revalorisée, cette fonction de coordination et ce nouvel avenant. Donc, on a intégré le nombre de points au total maintenant qu'elle permet de valoriser. Pour les optionnels du travail en équipe, de la coordination, il y a toujours donc la formation des jeunes. La nouveauté, c'est l'ajout du 3e et 4e stage par rapport à avant où il n'y en avait que 2. La coordination, l'indicateur coordination externe demeure. Il est valorisé toujours à hauteur de 200 points variables. La coordination externe, c'est la façon dont vous vous organisez pour transmettre des informations médicales au second recours, justement. Voilà, c'est quelque chose qui doit être formalisé pour que ce soit valorisé à hauteur de 200 points variables. Et ensuite, donc, c'est que des nouveautés, la démarche qualité, les protocoles nationaux de coopération de soins non programmés,
le parcours insuffisance cardiaque et le parcours surpoids ou obésité de l'enfant. Le dernier axe, celui-ci, il n'y a aucun changement, c'est le système d'information. C'est toujours un prérequis pour le premier niveau. Donc, il est rémunéré à hauteur de 500 points fixes, plus 200 points variables par professionnel de santé de la MSP jusqu'à 16 professionnels de santé, puis 150 points à partir du 17e. C'est pour ça que plus il y a de professionnels de santé dans la structure, plus la rémunération sera importante. L'indicateur optionnel pour ce système d'information, c'est juste d'avoir le logiciel avec un niveau avancé au lieu de standard. Et c'est toujours 100 points fixes. Voilà, je vous remercie pour votre écoute. Donc, ces 3 diaporamas, ce diaporama va vous être transmis par mail. Je vais juste corriger 2 ou 3 fautes d'orthographe que je viens de voir au cours de la réunion et je vous prie de m'en excuser. Je vous enverrai donc, on vous enverra également avec Valérie la liste des protocoles nationaux de coopération. Et dans un deuxième temps, ne vous inquiétez pas si ça ne vous parvient pas en même temps, la vidéo, parce que là, effectivement, il faut que je vois avec mon service communication, on ne l'a encore jamais fait, donc il faut que je vous envoie un lien sur lequel vous pourrez cliquer pour revoir cette réunion. En tout cas, je vous remercie sincèrement pour votre participation. Merci à Valérie aussi et au docteur Saunier pour leur co-animation. Je ne sais pas s'il y a des petites dernières questions. On a encore un petit peu de temps. Bien. On a les remerciements de tout le monde apparemment. Écoutez, en tout cas, merci à vous. C'est toujours très agréable ce genre d'échange. Donc, effectivement, voilà, cette année, c'était spécifiquement sur l'avenant 1, mais donc, on a prévu d'en faire au moins un par an. Et alors, comme on l'avait fait l'année dernière, certaines fois, quand il n'y aura pas d'actualité réglementaire comme cette année, on fera des focus sur certains indicateurs sur lesquels on aura peut-être, nous, déterminé qu'il y a un besoin peut-être d'informations supplémentaires. Voilà, merci à tous, bonne journée et à très bientôt. Merci. Merci. Merci, au revoir. Au revoir. Juste, excusez-moi, j'ai une question. J'ai oublié de demander. Non, mais c'est pas très. Enfin, si, c'est quand même important, mais vous l'avez peut-être dit. À partir de quand on aura accès à des démarches simplifiées pour déposer les dossiers Alors, je ne l'ai pas dit parce que je ne le sais pas. Je n'ai pas de date. Non. Alors, l'année dernière, c'était début décembre. Là, il faut quand même se dire que sur démarches simplifiées, il faut qu'ils revoient tout le formulaire en intégrant tous les nouveaux indicateurs. Donc, j'aurais tendance à vous dire début décembre si le formulaire a été modifié. Dans tous les cas, le national nous prévient quand la plateforme de démarche simplifiée est ouverte à l'enregistrement, à la complétude du formulaire et à l'ajout des pièces justificatives. Et nous-mêmes, avec Valérie, on vous mettra le mail d'information pour vous dire à partir de quelle date vous pouvez commencer à remplir votre formulaire. D'accord. Je vous rappelle que vous pouvez commencer par faire un brouillon. Vous n'êtes pas obligé de tout faire le même jour. D'accord. Oui. Et voilà, je vous conseille de commencer suffisamment tôt, effectivement, d'essayer quand même de le finaliser rapidement, sachant que ce n'est pas parce que vous le finaliserez que vous nous le mettrez à disposition pour qu'on étudie vos indicateurs et leur atteinte, qu'on ne peut pas y revenir derrière si jamais il y a des oublis ou pas. Donc, voilà, si vous pouvez éviter d'attendre les dernières dates limites, il vaut mieux qu'on commence plus tôt et qu'on échange après, voilà, que d'attendre le dernier moment pour faire la déclaration. Bien sûr. Après, c'est juste que parfois, il y a des documents, alors c'est peu, mais qui sont déjà, enfin, qui sont juste à renseigner. Donc, c'est vrai que si pour les nouveaux indicateurs, on travaille de notre côté, bon, on se débrouillera, mais disons que ça risque de nous faire perdre du temps aussi si jamais après on doit utiliser un autre modèle pour le déposer sur démarche simplifiée. Je comprends, mais j'ai pas, à ce jour, je n'ai pas de modèle, on n'a pas reçu de modèle du niveau national. Ok, bon, ben merci pour l'info. Mais on reste disponible aussi quand démarche simplifiée sera ouverte à la complétude, on reste disponible avec Valérie pour répondre à vos questions. Ok. Bien sûr. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonne journée à tous. Merci, bonne journée. Au revoir. Au revoir. Au revoir.